Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite capsule vidéo qui va nous permettre de corriger ensemble votre composition qui s'intitulait donc l'Asie du Sud et de l'Est face au double défi de la croissance et de la démographie. Vous avez vu que j'ai pris certaines de vos copies. Je me baserai évidemment sur votre travail. Voici l'introduction d'une de vos camarades. Et je vous donnerai aussi sur Word, sur Pronote, évidemment sur format Word, l'essentiel de ma correction que je vous montrerai dans cette capsule. Alors, donc je commenterai seulement en fait les différentes étapes de votre réflexion. Alors évidemment, toujours dans une introduction, il faut que je vois évidemment une phrase d'accroche. Alors votre camarade a fait une accroche un peu punchy qui va vers le futur, qui nous dit que c'est ainsi qu'on peut dire que l'Asie du Sud et de l'Est est ainsi qualifiée, ainsi dire, le nouveau centre du monde au XXIe siècle. Bon, voilà. Alors, je n'aurais pas pris cette accroche-là, puisque cette accroche-là est vers le futur. J'aurais peut-être mis ça, justement, dans la conclusion ou à l'intérieur du développement. Bon. Il y a d'autres accroches, je vais vous en donner quelques-unes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que évidemment, elle définit des grandes idées. Pourquoi le sujet est intéressant, puisque c'est le continent le plus peuplé du monde, d'accord, plus de 40% de la population mondiale. Au niveau de la croissance économique, on a affaire à deux géants. La deuxième puissance mondiale, c'est la Chine, et la troisième puissance mondiale, c'est le Japon. Je dirais même, puisque l'on parle que de puissance économique, on pourrait dire que la Chine est la première puissance économique mondiale si on se base sur le produit intérieur brut, la production de richesse. La Chine produit plus que les États-Unis. Si on se met seulement ce terme de puissance économique. On pourrait même appuyer sur cela. Alors, on passe évidemment directement à la problématique. On pouvait évidemment définir les termes du sujet, c'est-à-dire l'Asie du Sud et de l'Est. Moi, je vais la définir dans l'introduction que je vais vous proposer tout de suite. Mais on passe directement à la problématique qui est intéressante aussi. C'est pour ça que j'ai mis cette introduction au départ. Nous pouvons donc nous demander comment l'Asie du Sud et de l'Est fait-elle face au double défi de la croissance et de la démographie. Voilà. Ça reprend évidemment le sujet en le transformant en question. Vous ne craignez pas de faire hors sujet. Ce n'est pas novateur, ce n'est pas original, mais ça passe. Et bien sûr, l'annonce du plan. Alors, je n'ai pas choisi exactement le même plan que votre camarade, mais pourquoi pas. Nous allons premièrement aborder, le plan est valable aussi, hein, aborder la croissance économique, puis nous allons parler de l'Asie du Sud et de l'Est comme étant le plus grand foyer de peuplement. Voilà, elle a mis grand 1 la croissance économique et grand 2 la démographie. Un plan bateau, mais on aurait pu mixer les deux puisque je vous ai dit le double défi, donc je le mets en seul, uniquement la croissance et je mets dans le même plan du défi la croissance économique et la démographie, c'est-à-dire l'étude de la population. Bon, mais ce plan passe, il n'est pas du tout, il n'est pas hors sujet. Voici donc le fichier Word que je vais vous donner pour la correction. Donc, vous n'aurez qu'à le lire, je vais seulement commenter 2-3 idées. Évidemment, il faut une accroche, un événement, une idée générale. Bon, moi, je suis parti d'un événement particulier dont on n'a pas parlé en cours, donc on pourrait en prendre un autre, mais en 2014, c'est l'APEC, une autre OIG de la région, la coopération. Donc, c'est la coopération économique pour l'Asie et le Pacifique, c'est en anglais, hein, APEC, donc Asian Pacific Economic Cooperation. A été organisé à Pékin, c'est mieux avec une majuscule, et par Xi Jinping évidemment. Donc on rappelle évidemment les acteurs. Vous voyez, on fait appel à des connaissances que l'on n'a pas vues dans le chapitre forcément. Ce qu'on attend de vous pour avoir une vision complète. Vous savez que le programme c'est un puzzle. Hein, on met des pièces, les chapitres sont des pièces, et quand on va assembler cela, ça va nous faire des connaissances complètes sur le monde actuel, notamment en géographie, et sur l'aspect de puissance en général. On pourra l'appliquer à n'importe quel autre pays qu'on n'a même pas étudié cette année. On pourrait l'appliquer à l'Argentine, au Nigeria,
n'a pas encore vu, mais on pourra le faire évidemment, quand on verra tous les continents cette année, sauf l'Europe. Alors en 2020, elle concentre, c'est même plus de 55% des êtres humains. En 2020, ça a beaucoup augmenté. Donc un être humain sur deux habite en Asie du Sud et de l'Est. Et là, je vais définir donc l'Asie du Sud et de l'Est, donc ces espaces avec d'un côté l'Asie méridionale. Vous voyez, je reprends forcément un autre terme pour montrer au correcteur que j'ai compris. L'Asie du Sud, c'est l'Asie méridionale, autour de l'Inde, et l'Asie de l'Est, c'est l'Asie orientale. L'Asie du Nord, c'est l'Asie septentrionale. Vous pourrez prendre cet adjectif pour montrer à votre correcteur que vous avez compris et que vous avez du vocabulaire. Donc l'Asie du Nord, c'est septentrionale, l'Asie du Sud, méridionale, l'Asie de l'Est, l'Asie orientale, l'Asie de l'Ouest, mais c'est pas dans notre programme cette fois-ci, mais si vous avez à définir des espaces sur d'autres continents, eh bien, ce sera l'Asie occidentale. Alors, j'ai choisi une problématique un peu plus complexe. Donc, bon, avec cette phrase choc, la croissance démographique et la croissance économique sont-elles compatibles? Voilà. Compatibles pour l'idée de développement. Développement et croissance économique, ce n'est pas la même chose. Hein. Parce que vous ne l'avez pas vu en économie, mais une croissance, on peut très bien avoir une croissance économique depuis de 7 ou 8%, ce qui s'est passé au Nigeria ou en Afrique du Sud, sans avoir un développement de la population. Il y a encore de très grandes inégalités, il y a beaucoup de violence, beaucoup de gens qui ont des problèmes sanitaires, des maladies difficilement curables et aussi des guerres civiles. Ça n'empêche pas d'avoir un PIB. Regardez en RDC, depuis 2-3 ans, regardez les chiffres du PIB en RDC, on est à plus de 5%. C'est-à-dire c'est un PIB très, très important. Alors qu'on est en guerre civile, alors qu'il y a eu l'épidémie d'Ebola et les inégalités sociales très, très importantes et sanitaires encore plus importantes. Donc, une problématique, et puis bien sûr l'annonce du plan. Alors moi, j'ai mis l'importance de la population et son développement, et ensuite, voilà, on peut le mettre là, le centre du monde économique. Voilà, je reprends la vidéo. Hein. J'ai un peu changé parce que voilà, le plan, évidemment. Depuis longtemps, j'ai dit est-ce que je fais ce plan-là ou un autre plan? Il y a des camarades qui ont fait un plan en 3 parties. Donc, je vais vous en présenter tout de suite en 3 parties. Mais d'abord, donc, l'importance de la population et ses défis pour ensuite étudier, donc, voir un espace à forte croissance économique, mais qui engendre de grands défis à relever. Voilà. Ça a changé, c'était par rapport à votre camarade. Elle a fait d'abord la croissance économique et la démographie ensuite. Bon, moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai fait le contraire. Alors voilà, par exemple, une de vos camarades, alors elle a fait un plan comme cela. Alors, je vais donner l'annonce du plan. Nous nous demanderons donc comment la croissance économique et démographique de l'Asie du Sud-Est confronte la région à de nouveaux défis d'avenir. Voilà, c'est une problématique très intéressante. Tout d'abord, nous étudierons la démographie de la région et son caractère élevé. Son caractère élevé, oui. Oui, important, on va dire. Puis, nous verrons qu'il s'agit d'un îlot de croissance économique important. Ah oui, il n'a pas voulu mettre évidemment important. Et enfin, nous nous intéresserons aux nombreux défis d'avenir auxquels elle doit faire face. Bon, ce plan en 3 parties qui est valable, attention à ne pas faire un listing de l'importance démographique, un listing de l'importance économique, et puis après de faire le défi en dernier. Ça peut être peut-être les 2 premières parties peuvent être un peu longues par rapport à la 3e partie qui est justement centrale dans cette problématique. Donc voilà une première partie. Donc évidemment, il faut, en géographie c'est facile, il faut décrire une situation. Là, je vais décrire la démographie de cette région d'Asie du Sud et de l'Est.
Donc, je vais présenter les 2 éléphants, les autres pays où la population est supérieure à 100 millions d'habitants, Japon, Indonésie, par exemple. Présentation aussi des pays en plein boom démographique, hein, comme quelques indicateurs, comme le taux de natalité, mais aussi l'indice de fécondité, hein, qui parle mieux, hein, dans un pays où les femmes ont plus de 5 enfants par femme, justement, ou un indice de fécondité de supérieur à 5, ça veut dire que c'est un pays où il y a beaucoup de croissance démographique. Mais aussi, en troisième partie, un ralentissement fort de la croissance en Chine et au Japon, et depuis plusieurs décennies. Il faudra expliquer pourquoi. Donc, je décris et j'explique. Ce sont les politiques antinatalistes. Je ne reviendrai pas, vous avez beaucoup d'informations sur ça, les politiques antinatalistes du Japon et de la Chine. La croissance démographique en question. Alors, ralentissement de la croissance démographique permet un enrichissement des familles, plus travail et études des femmes plus poussées. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois cause et conséquence. Plus les filles vont faire d'études, moins elles auront de fécondité, moins elles auront d'enfants dans leur vie. Puisqu'elles commenceront tard à faire des enfants, à 25 ou 26 ans, alors qu'une fille qui ne fait pas d'études, elle peut être mariée à 16, 17, 18 ans et être potentiellement enceinte dans ces années-là. Donc, et faire plus de bébés puisqu'elle a plus d'années pour faire des enfants. Donc, le fait que les filles fassent plus d'études, ça a diminué beaucoup la fécondité. Et à la fois, c'est aussi que moins il y a d'enfants, hein, plus on lui demande des études. Donc, on demande plus à l'enfant unique. Il est plus choyé. La famille a aussi l'argent pour financer des études et il veut qu'il soit le meilleur. La famille le pousse aux études, ce que j'ai mis. Donc, ça veut dire aussi que la population de cette région-là est de plus en plus formée. Elle acquiert des professions bien rémunérées. Elles vont pouvoir avoir accès à des emplois mieux rémunérés, des emplois mieux rémunérés, et donc une augmentation de la richesse économique dans ces pays-là. Donc, corrélation, c'est-à-dire il y a 2 phénomènes et ils sont mis donc en cause et conséquence. La corrélation, c'est la diminution de la natalité, croissance économique dans les pays en voie de développement. C'est vrai qu'on voit dans ces pays-là que plus la natalité diminue, et bien plus on a affaire à un PIB qui augmente. Dans ces pays-là, hein, dans les pays déjà développés, c'est un peu le contraire. Les pays vieux qui vieillissent beaucoup, l'Italie, l'Espagne, ont une croissance économique qui est très faible. Petit 2, justement, le défi du vieillissement de la population. Le problème, c'est la gestion des retraites et de la santé. Une population qui est vieille, elle a plus de problèmes médicaux, donc elle doit plus aller voir le médecin. Ça va coûter plus d'argent à la société. Et aussi, évidemment, il faut financer les retraites. Alors, vous avez vu que depuis très récemment, il n'y avait pas de retraite en Chine. Mais maintenant, que faire aussi quand on vit plus vieux et qu'on ne peut plus travailler? Et aussi, gros problème, le sexe ratio déséquilibré en faveur des hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, ça diminue le nombre de mariages, évidemment, et ça peut causer aussi une diminution encore plus importante de la natalité. Et troisième grand point donc, de cette démographie en question, c'est la population qui est de plus en plus urbaine. Elle était seulement 1/3 de la population dans les années 80 était urbaine. Aujourd'hui, on est à 45% et dans 10 ans, elle sera à plus de 50%. Donc, c'est vrai que c'est une vraie révolution dans cette population. Parce que la démographie, ce n'est pas l'étude seulement de l'augmentation et de la diminution de la population, c'est aussi l'augmentation. C'est l'étude de où vit cette population. Où vit-elle, comment elle travaille. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une urbanisation de l'Asie du Sud et de l'Est, avec l'apparition évidemment du phénomène des mégapoles. Il y a 8 mégapoles sur 10, sur les 10 premières, qui sont en Asie du Sud et de l'Est, c'est important. Et puis aussi des mégalopoles, notamment la mégalopole japonaise, Tokyo, Osaka, Kobe. Deuxième point, le centre du monde économique au XXIe siècle. Donc, évidemment, je vais faire aussi un point donc, de description. C'est la région la plus dynamique en termes de PIB du monde.
On y trouve des grandes puissances économiques, comme a dit votre camarade. Moi, j'ai mis en premier la Chine, puisque c'est la puissance économique, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, et des micro-États, il ne faut pas les oublier, hein, où les PIB par habitant est très élevé, notamment à Singapour, Taïwan et au sultanat de Brunei. Le sultan du Brunei, qui dirige ce pays-là, est une des personnes, la 10e ou la 12e personne la plus riche du monde. Deuxièmement, explication, la mondialisation. Et voilà, comment expliquer que cette région est dynamique économiquement? Eh bien, avec la mondialisation et le capitalisme, on l'a vu, hein, et puis la théorie du vol des oiseaux sauvages, évidemment, qui est appliquée à cet espace-là. Je citerai évidemment des exemples de cette théorie des oiseaux sauvages où la richesse fondée par le capitalisme et par la mondialisation va se retrouver dans presque tous les pays de la région, à différentes époques. Ces pays-là vont profiter du vol des oiseaux sauvages, profiter de la richesse économique des pays voisins pour se développer économiquement eux aussi. Le problème, évidemment, de cet espace, c'est que c'est un espace qui n'est, contrairement à l'Afrique ou l'Amérique du Sud, qui est très peu riche en matières premières. Donc, j'ai mis ça le double défi de la dépendance économique en termes de matières premières. Ils sont dépendants des matières premières des autres continents, hein, pour qu'ils soient fournis en matières premières, mais aussi les débouchés. C'est les principaux clients de cet espace-là, ce sont les autres continents, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, ils sont dépendants des débouchés. Si la mondialisation s'effondre, comme c'est le cas peut-être aujourd'hui avec le coronavirus, que deviennent ces économies? Elles n'ont plus de clients et elles vont payer les matières premières qui viennent de très loin, peut-être plus cher aussi. Autre problème au niveau économique dans cet espace-là, ce sont les inégalités, mesurées, vous le savez, par l'indice de Gini, et la pauvreté qui touche encore un quart de la population totale. C'est le bon moment, la bonne sous-partie, pour parler des quelques PMA, les pays les moins avancés, qui existent dans cet espace-là, il ne faut pas les oublier non plus, notamment le Laos, la Birmanie, mais aussi dans des régions pauvres, dans des grandes puissances, comme le Tibet ou le Sichuan en Chine, par exemple. Ce sont des régions très pauvres, mais nous sommes quand même dans la deuxième puissance économique, deuxième puissance mondiale et la première puissance économique mondiale depuis 2015. Pourtant, il y a des régions très très pauvres. Et donc, B, la course dans le défi géopolitique, la course aux hydrocarbures, alors ça découle vraiment du fait que cet espace-là est un espace où il y a des très faibles matières premières. Donc, quand il y a peu de ressources, eh bien, on se bat pour avoir ces ressources-là dans cette région-là. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça la course aux hydrocarbures et aux ressources halieutiques, oui, le poisson aussi, hein, qui entraîne des tensions régionales pour le contrôle d'une plus grande, sans cesse, ZE, une zone économique exclusive. Hein. On n'est pas sur ça. Hein. Donc, pour s'approprier de nouvelles terres ou des îles. Des îles, bien sûr, pour prendre l'exemple des îles Senkaku, Diaoyuku, qui ont un enjeu entre la Chine et le Japon. Et bien sûr, avec des stratégies militaires offensives, c'est le fameux collier de perles chinois. Je ne m'explique pas, vous avez tout ça dans votre livre et dans votre cours. Et troisième point, les défis environnementaux. Et oui, évidemment, tout le monde en a parlé, donc ça va, vraiment de ça. Le mode de développement est basé donc sur l'utilisation massive d'énergie fossile polluante et non renouvelable. Donc, ça entraîne évidemment une forte pollution de l'air, de l'eau, mais aussi des sols, n'oublions pas, et l'augmentation des maladies respiratoires comme l'asthme ou des maladies cardiovasculaires. Ou peut-être des maladies virales comme le coronavirus, mais j'en parle juste après, justement. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est artificiel? Ça, on ne sait pas encore, on le verra, on le saura dans quelques mois, dans quelques années. Les catastrophes technologiques dont sont venues rappeler la fragilité de ces économies, Bhopal en Inde en 1984, c'est pas récent, mais ça a marqué les esprits. Et ça a encore des conséquences aujourd'hui sur la santé des êtres humains qui vivent dans cette région-là. Mais aussi des catastrophes naturelles qui ont eu des conséquences très importantes sur la démographie et l'économie. C'est le tsunami de Thaïlande en 2004 qui a ruiné le tourisme dans cette région du monde. Elle a mis plusieurs années à se remettre en place. Le tsunami de Fukushima au Japon en 2011 qui a détruit une centrale nucléaire et qui
Cette centrale nucléaire a pollué les eaux, les sols autour de cette ville de Fukushima. Et puis, je parle en 2020, alors ben oui, c'est un peu l'actualité, on est en géographie, on peut parler de ça. La crise du coronavirus, alors j'ai mis un point d'interrogation, là, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas, je ne sais pas si c'est une catastrophe naturelle, une catastrophe médicale ou technologique, c'est-à-dire inventée par les hommes. Voilà. Donc, j'ai mis un point d'interrogation, on le saura dans pas longtemps, mais donc la crise du coronavirus en Chine en 2020, voilà, ça peut aussi évidemment effondrer l'économie de cette région-là. Alors, conclusion, ah oui, conclusion, celle de Josh, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la voici. Je trouve qu'elle est simple, elle est faite vraiment, c'est personnel, hein, et la question finale est intéressante, l'ouverture est intéressante. Donc, en conclusion, ça, j'aime pas quand vous mettez en conclusion, mais ça, bon, c'est pas la peine de le mettre, tout le monde sait que le dernier paragraphe, la conclusion. Alors, nous pouvons dire que la très forte croissance économique et le poids démographique de cette zone, bien que ma répartie est inégalitaire, en fait le nouveau centre du monde du siècle actuel. Voilà. Malgré les avantages, l'Asie du Sud et de l'Est est confrontée à de nombreux défis. Hein, il n'y a pas à les reciter, hein, ta conclusion, touchant plusieurs domaines. Il n'a pas à citer non plus les domaines, puisqu'on les a développés dans le développement, justement. Cependant, cette zone compte-t-elle adopter des solutions afin d'éviter un mal développement et proposer un développement durable? Point d'interrogation. Ben oui, on ne connaît pas le futur et c'est bien dans une composition de géographie de finir par une question ouverte et même, on peut ajouter aussi, l'avenir nous le dira. Bon, moi, je n'ai pas fait mieux, c'est pour ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait moi, mais celle-ci est vraiment très, très simple. Elle n'oublie rien et elle n'oublie pas non plus la phrase d'ouverture. C'est pour ça que c'est intéressant. Non, mais finalement, je vais rester sur celle de Josh, hein, parce que je ne sais pas mieux. Elle est très bien. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir citée. Je remercie tous les élèves qui ont produit leur composition. On se retrouve bien sûr pour la capsule vidéo. Beaucoup ont choisi la composition, peu ont choisi l'étude document, mais je vous réserve ici une autre capsule vidéo pour l'étude de document. À bientôt. Merci beaucoup.